Bienvenue sur Sideliners. C'est parti. Let's go. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des 2 premiers matchs des finales NBA. Entre évidemment OKC et les Pacers. Voilà. Donc, on va faire un petit review sur ce qui a été vu déjà. Donc, on va commencer par pas s'excuser auprès des Pacers, comme on pensait qu'on allait le faire, parce que ils nous surprennent pas là par contre. Ils nous ont surpris face à Cleveland, là ils ne nous surprennent pas. En fait, c'est pas qu'ils ne surprennent pas, ils prennent le game 1, ils perdent le game 2, mais dans le sens où, moi je me serais excusé s'il y avait 2-0. Là il y a 1-1, mais il n'y a pas la manière. Il y a 1-1 et le premier match, il n'est pas gagné dans les règles de l'art. Ils auraient pu le perdre en fait. Genre, Ils auraient même dû le perdre. oui, la stat effrayante du 40 minutes, genre qu'ils ont mené pendant 12 secondes. Ils ont mené pendant 0.3 0.3 secondes dans le match. C'est Bref. effrayant. Mais ça, c'est de la faute d'OKC. Mais bon, on va revenir un peu plus. OKC qui a mal fini son premier match. Donc, Ouais, c'est ça. on va revenir sur le premier match pour commencer. Ouais, on va un peu faire les deux en même temps. Ouais. De toute façon, ça va être comme ça. Mais du coup, pour revenir sur Indiana, en soi, le game 1 et le game 2, en termes d'attaque, se ressemblent vraiment. Ouais. Ils font des performances offensives assez similaires. Ils sont à 111 points et 107 points. Ils ont Et, des pourcentages à peu près similaires. Je crois juste qu'il y a 3 points. ça a 3 points. On est à 46% sur le game 1 et à 35% sur le game 2. Ouais, Donc, voilà. un petit downgrade, mais en soi, c'est des performances assez équivalentes. En termes de répartition des points, on voit à peu près la même chose. Tous les starters, ils sont autour de 14-15 points. Il n'y a personne qui step up non plus vraiment pour lead le scoring. Et ça, c'est un problème. Parce que de l'autre côté, tu as Shai qui a genre 38 et Complètement. 36 points. Tu peux pas te permettre de laisser, de juste compter sur un effectif complet. C'est-à-dire, dans ce genre de moment, c'est très bien qu'il y ait genre 6 ou 7 joueurs à plus de 10, 11, 12 points. Mais le problème, c'est que s'ils sont tous à 10, 11 ou 12 points, ben, là-bas, il faut juste qu'il y en ait 4 à 10, 11, 12 points et 1 à 40 et en fait, il te rattrape le truc. Clairement. Et c'est là le problème où je trouve qu'un Siakam ou un Liberton, qui sont quand même les deux piliers de l'équipe. les deux piliers offensifs surtout de l'équipe, Ils doivent prendre le lead. ils doivent prendre le lead, ils doivent marquer des points. On va revenir un peu plus sur les deux matchs de Liberton. Mais en soi, on le voit dans le game 1, hein, c'est par une performance individuelle au niveau du scoring qui gagne. C'est grâce à un buzzer beater, enfin quasi buzzer beater d'Haliburton, qui passe devant à 0.3 secondes et qui gagne. Donc ça prouve un peu le leadership genre, dont a besoin cette équipe, mais on l'a pas retrouvé sur le game 2 par exemple. Ouais, c'est ça. Le game 1, toute l'équipe est impliquée, comme le game 2. Et côté OKC, non. Genre les points du banc dans le game 1 de OKC, ils sont à 28 points. Et Indiana, ils sont à 38. Dans le game 2, OKC a 48 points du banc. Plus Shai qui fait tout le temps ses stats, Jalen Williams qui fait tout le temps ses stats et tout. Alors que Indiana, ils sont en 34. Et sur ces 48 points du banc, il y en a 38 qui sont inscrits par Caruso et Wiggins. Donc 20 points et 18, sur deux joueurs qui sortent du banc, c'est vraiment un impact offensif impressionnant. C'est juste trop. C'est trop, tu peux pas te le permettre. Surtout si toi, de ton côté, t'as pas un joueur qui dépasse... Un joueur du banc, genre Caruso aurait eu le plus de points à Indiana hier. Caruso a plus de points que n'importe quel autre joueur d'Indiana, alors qu'il sort du banc. Ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et ça, on l'a vu par la défense, par l'implication défensive des Pacers, qui est tout simplement pas là. Enfin, ils sont niveau défensif par rapport à ce qu'on a vu contre les Knicks juste avant, c'est décevant, je trouve. Il y a de la naïveté, il y a beaucoup de naïveté. T'as des moments où c'est de la concentration en fait, tout simplement. Il y a une action qui se produit et si les joueurs sont pas vraiment concentrés sur ce qui est en train de se produire pour pouvoir réagir et avoir la bonne réaction par rapport aux actions qui se passent, tu peux pas avoir une défense efficace contre OKC qui est une attaque impressionnante tout simplement. En fait, ça c'est, je pense, le problème de la zone mise en place par Rick Carlisle. C'est que dans le game 1, souvent ce que OKC faisait, c'est
Shai ou Jalen Williams à la balle, il pose un écran, il prend l'écran, et derrière, ça essaye de drive. Là, ce qui se passait, c'est que Shai avait la balle, il jouait son 1 contre 1, et il y a un autre joueur d'Indiana qui venait en aide. Donc, ça libère un joueur dans le corner ou à elbow, à 45 degrés. Mais le problème, c'est que du coup, Shai passe, il y a l'aide, sauf que derrière, il y a personne qui switch. Il y a personne qui fait les efforts, qui bouge. En fait, le problème de leur zone, c'est que les joueurs, ils sont statiques. Dans une zone, tu ne peux pas te permettre de rester statique. C'est Il ça. faut que tout le monde bouge tout le temps, parce que sinon, il y aura un mec qui va se retrouver open, et il va avoir un 3 points. À chaque Facile. mouvement de ballon, la zone, elle doit réagir, elle doit se déplacer en fonction et elle doit s'adapter. Et là, on l'a pas vu. Donc, quand Shai, il a un écran et que tu as les deux joueurs qui communiquent pas et le joueur qui défend sur le ballon, qui essaie de passer au-dessus de l'écran pour le coller et le joueur qui défend sur le poseur d'écran qui vient aussi fort en sortie d'écran pour bloquer Shai, bah, forcément, ça laisse un joueur ouvert. Et Shai, c'est le MVP, il est capable de faire ce genre de passe. Et ça, on l'a vu très clairement au niveau des stats. Shai, si je me trompe pas, il passe de 3 passes D au Game 1 à 8 au Game 2. Donc, on voit vraiment que mettre plusieurs joueurs sur lui en sortie d'écran comme ça et la mauvaise communication que les Pacers ont pu avoir, bah, ça mène à des passes bien trouvées, à des joueurs ouverts et des shoots faciles en fait. Ouais, non, mais surtout, moi, il y a une action dans le game 2 qui est un peu marquante. C'est Shai Gilgeous-Alexander, il est défendu par Nembhard, je crois. Il est à 45 degrés à droite. Et il y a la défense en zone comme d'hab. Et t'as Siakam qui est tête de raquette, qui est là au cas où en aide, si jamais Shai drive par la gauche. Sauf que Shai fait un cross, il drive par la droite. Et là, Siakam, il reste là, il reste planté, il fait rien. Sauf que du coup, son joueur qui est à 45 degrés à gauche se retrouve seul, c'est Chet Holmgren. Shai, il est pas con, il voit le jeu, il l'a vu, il lui fait la passe. Chet, il a tout le temps du monde pour prendre son shoot à 3 points. Ça rentre dedans. Et ça, c'est juste parce que Pascal Siakam, il est en train de dormir en défense. Mm. En fait, Shai n'a pas fait le drive côté gauche. Du coup, il est perdu, il sait plus quoi faire. Et derrière, il y a aucun joueur qui switch sur le joueur, qui essaie de monter dessus. En fait, c'est terrible. J'ai l'impression qu'ils défendent tout le temps à 2. Et les 3 autres, ils sont juste là comme des plots. Ils défendent tout le temps à 2. Il s'adapte pas. Et même, ils défendent à 1,5. Parce que si jamais il fait pas l'attaque Deux qui qu'ils attendent. communiquent pas entre eux, de toute façon, ça fait comme 0. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il fait pas l'attaque auquel ils s'attendent. Du coup, il est perdu sur le terrain. Mhm. Et il sait plus quoi faire. Et il y en a eu 3, 4, 5 des actions comme ça. Où genre, tu peux pas te permettre de laisser un shoot ouvert à Chet Holmgren, Lou Dort, Caruso, Jalen Williams. Ils shootent trop bien à 3 points, ok, ici. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Et cette action, elle est vraiment, vraiment révélatrice du fait que les leaders de cette équipe sont pas des leaders à proprement parler. Ni offensivement, puisqu'il y en a aucun des deux entre Haliburton et Siakam qui step up pour le scoring et qui passe un cap. Et en défense, tu les vois les deux qui savent pas se placer, qui se perdent. Le nombre d'actions aussi, on a vu Haliburton qui est perdu dès qu'il y a une pause d'écran et qui se retrouve à défendre sur personne et qui réagit pas. Il reste juste dans une zone où il n'y a aucun joueur dangereux, où il n'a pas à être, tout simplement, et après il est en retard sur l'action, il arrive, et ça peut mener à une faute pour Shai ou autre chose. Et cette action-là de Siakam qui est complètement perdue devant tout simplement juste une décision différente de ce qu'il avait anticipé, c'est vraiment révélateur de l'implication défensive des Pacers. Et aussi, Tyrese, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression que quand il défend, il regarde que le ballon. Même si le ballon il est à l'opposé de lui, il regarde que le ballon. Et ce qui se passe dans son dos, les écrans qui font, les écrans non porteurs, j'ai l'impression qu'il s'en rend pas compte et il est là, il regarde que la balle. Il regarde que la balle. Défensivement, Tyrese, c'est terrible. Et en soi, même offensivement, en vrai, Tyrese, c'est pas non plus la folie, c'est pas ce qu'on a vu de ses playoffs, par exemple. Parce que il a beau avoir mis le buzzer beater, il est à 17 points dans le game 2. Dans le game 2, il arrive au 4e quart-temps avec 5 points à genre 2 sur 8 ou 2 sur 7 au tir. Non, à part son buzzer, il est inexistant offensivement. Il le dit lui-même, il n'a pas été bon sur les 2 premières mi-temps.
de ces 2 matchs. Sauf que non, t'as pas été bon de tout le match 2 et t'as été bon dans le, vas-y, 3e à peu près et 4e quart-temps du premier match. Mais sinon, Tyrese Haliburton ne fait pas une bonne série pour l'instant. En tout cas, il gagne le premier match sur le fil avec une attaque qui pêche et une défense qui est pas incroyable. Sur le game 2, on voit pas d'ajustement. Et pourtant, OKC, eux, on le voit très clairement l'ajustement. En défense, ils passent vraiment un cap. Tu vois Caruso qui fait toutes les petites actions nécessaires, qui presse la remontée de balle, qui presse les petites passes juste avant la ligne médiane pour forcer les retours en zone. En parlant de retour en zone, on a vu quand même Tyrese Haliburton qui est pressé par un joueur en défense, qui recule avec le ballon jusqu'à passer la ligne médiane quand même. Faut le faire, c'est le meneur titulaire, c'est censé être le pilier d'une équipe en finale NBA et il arrive à se faire presser. En plus, la pression n'était pas si forte que ça. Si forte. C'est juste un manque de lucidité en fait. Et ça, c'est vraiment grave. Enfin, faut que Rick Carlisle ait un discours qui réveille un peu ses joueurs. Il faut que lui, dans sa tête, réalise que il doit être plus que ce qu'il a été jusque-là. Et donc, on a vu que offensivement, il n'y a pas eu trop d'ajustements. C'est pas incroyable. Ils ont pas progressé d'un match à l'autre. En défense, les 2 matchs, ça a pêché, ils sont pas exceptionnels. Donc, il y a quelque chose qu'il faut changer. Donc, moi, si je suis Rick Carlisle, j'attends les propositions de tout le monde. Mais moi, je pense déjà qu'il faut lâcher la zone. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais Ouais. la zone, Parce que, pour moi, elle est mauvaise. Donc, Ils la font pas à 100%. Ils font pas une indive à 100%. Donc, ouais, mais entre les deux. en vrai, tu ferais quoi, toi? Moi, déjà, tu vois que Shai, sur les 2 matchs, il est à 72 points. C'est le record pour un joueur pour qui c'est ses premières finales. C'est le record de points sur les 2 premiers matchs. Il a passé Allen Iverson qui était à 71 points, je crois. Et donc Shai, de toute manière, on l'a vu toute l'année au scoring, c'est un monstre. Que ce soit par des lancers francs ou par autre chose, ça on va pas en parler. Le fait est qu'il marque des points. Donc ces points, il va les marquer. Donc si tu mets un joueur comme Andrew Nembhard sur lui pendant tout le match et que tu le laisses se cramer à essayer de le défendre, mais qu'au final il finit quand même à 35 points, bah c'est pas une stratégie défensive efficace. Donc moi je pense que Shai, il va mettre ses points de toute manière. Donc peut-être évite de le presse tout le temps, évite de mettre à chaque fois qu'il attaque 2 joueurs sur lui, de lui permettre en plus d'avoir un joueur ouvert à qui faire la passe, etc. Et par contre, autour de lui, là, les Caruso, les Lou Dort, les Chet Holmgren, tu blindes. Tu blindes parce que c'est pas la même capacité offensive, ils sont très bons, mais ils vont quand même beaucoup marquer sur des shoots ouverts, etc. C'est pas Shai à 35 points par Et match. simplement, c'est pas Shai, quoi. Donc, le reste, moi, je pense que c'est ça, je blinderai autour. Shai, il va faire ses points quoi qu'il arrive, quoi. Comme ils ont pu faire avec un Yanis. C'est ça. Yanis Antetokounmpo, la première série face aux Bucks, Complètement. ils sont là, ils se disent, bah, de toute façon, Yanis, il est instoppable, du coup, laisse-lui faire ses stats, mais Ouais. autour, ça va rien faire. Cette stat, on l'a vu être exécutée par plusieurs équipes, et notamment sur Giannis, c'est vrai que... Luka, quand il était seul à Dallas, c'était ok, tu vas faire tes stats, mais tes potes, ils vont rien faire. Les Clippers, les 2 premières années, non, là, plutôt 2021, quand ça va en 7, c'est littéralement ça. C'est Luka, tu vas mettre 45 points par match, c'est pas grave. Tes Si potes, les ils autres vont rester sont à à 5 5. points. Exactement. Ouais, mais c'est juste, c'est terrible, mais là, Rick il faut qu'il s'ajuste, il faut que la zone soit, ils sont 100 fois plus impliqués et ils font les efforts, soit tu me jettes ça et tu passes en défense indive, quitte à avoir une raquette ouverte pour Shai, à la limite, vas-y, qu'il te pète 45 pions, on s'en fout si t'as pas le droit de laisser Aaron Wiggins à 18 points sur le game 2, tu vois. Je te jure. Je l'aime bien, c'est un bon joueur de basket, mais il a pas le droit d'être lui aussi. Je pense que, je sais pas, j'ai pas les stats exactes, mais je pense que lui aussi doit être meilleur scoreur du côté d'Indiana. Il a plus de points que n'importe lequel des joueurs d'Indiana. Et ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal que les 3-4 meilleurs scoreurs de OKC aient plus de points que le meilleur scoreur d'Indiana. Je vais quand même vérifier, mais je pense que c'est vraiment le cas. Indiana, le scoreur le plus haut sur le match d'hier, c'est 17 points, Tyrese Haliburton. Ils ont 4 joueurs au-dessus de 17 points, le Thunder, dont 2 joueurs du banc.
c'est pas normal. Aaron Wiggins et Alex Caruso, 20 et Aaron 18, Wiggins. comme on l'a dit tout à l'heure, Ouais, à 20 et 2,38 points en sortie. Aaron Wiggins a 5 sur 8 à 3 points quand même. Non, mais c'est pas possible. Et puis on les a vus, ces 3 points. Ces 3 points, c'est des shoots ouverts, trouvés parce que la défense d'Indiana, elle est perdue. Et quand tu as des joueurs qui viennent aider alors qu'ils n'ont pas besoin de le faire, bah, ça laisse des joueurs ouverts, tout simplement. Et OKC a des très bons passeurs. Et Shai, il a une très bonne vision de jeu. Avec Caruso, il peut faire les bons reads aussi. Il Ouais, peut- Caruso, la série de malade mental qui est en train de nous sortir. Défensivement et offensivement, hein, c'est fort. Hein. Ouais, ça se voit que c'est celui qui a déjà vécu les finales NBA, qui les a gagnés, qui a joué avec LeBron. Ça se voit. Et t'as l'impression que après le Game 1, j'ai l'impression qu'il a parlé dans le vestiaire. Enfin, j'espère déjà. C'est lui qui a l'expérience. Mais la manière dont lui, Lou Dort et même, en général, le collectif est revenu pour défendre. En vrai, c'est symptomatique d'une équipe qui est championne NBA, en fait. Clairement. Et quand tu réfléchis, c'est peut-être ça qui manque à Indiana. Ce côté vétéran, ce côté j'y suis déjà allé, quoi. Là, t'as Siakam T'as Siakam qui est allé avec les Raptors, mais bon, il était dans un rôle différent. tout jeune et c'était pas un pilier, quoi. Caruso, ça a jamais été un pilier, mais ça a toujours été ce type de joueur, cet energizer un peu à la Marcus Smart, par exemple. Il fait des actions offensives et défensives qui vraiment boostent toute son équipe. En plus petit, mais un Dennis Rodman, il va se battre Ouais. en défense, il va Il prendre va des sauter sur des rebonds. ballons et tout. Bon, il sait scorer lui au moins, mais c'est pas ce qu'on demandait à Rodman. Hein. Non. Mais ouais, mais par exemple, genre là, le match d'hier, t'as Haliburton avant le 4e quart-temps qui est à 2 sur 7. Siakam finit le match à 3 sur 11 au shoot. 1 sur 4 à 3 points à peu près. Et il n'est pas défendu par Evan Mobley, hein, Pascal Siakam. Il est défendu par Caruso, il lui fait, je sais pas, il doit lui mettre 3 têtes à Caruso. C'est pas normal, mais c'est juste que ils mettent l'intensité et Indiana était bouffé sur ce point-là. C'est ça. C'est à la fois une contre-performance d'Indiana et à la fois un bon ajustement du Thunder qui vraiment met la pression sur les joueurs qui ont été clutch ou qui ont été importants pendant le Game 1. Siakam, il a fini meilleur marqueur d'Indiana. Tu vois que au Game 2, bah, ses stats au tir, elles ont baissé drastiquement. Genre. Mais du coup, là, moi, je te pose une question, c'est Indiana a fait un match à peu près similaire au scoring. Il y a eu 111 points, 107 points. Est-ce que le match 1, ils le gagnent parce qu'ils font un bon match ou parce que le Thunder fait un mauvais match? Parce que Siakam le dit, on n'a même pas fait un bon match. Mhm. Sauf que là, tu reviens, tu refais exactement le même match. Sauf que dans le Game 1, il t'a permis de gagner. Et du coup, dans le Game 2, c'est quoi? C'est OKC qui est juste trop fort? C'est OKC qui n'a pas été bon Game 1? Pour moi, c'est OKC qui s'adapte, hein, tout simplement. OKC qui n'était pas peut-être bien préparé, qui a mal géré son 4e quart-temps, mais qui arrive au Game 2 avec de la confiance et qui sait ce qu'ils ont ils savent ce qu'ils ont à faire, quoi. Alors qu'Indiana, ils arrivent et ils répètent le même match en peut-être même un peu moins bien, alors que ce match-là, ils n'étaient pas censés le gagner, quoi. Donc, ils ont de la chance déjà d'avoir gagné le Game 1. Ça fait qu'ils sont pas down 2-0. Ouais. Donc ça, déjà, c'est vraiment... Enfin, c'est un luxe, hein, pour eux. Et maintenant, le Game 3, il est à la maison. Faut faire des ajustements, faut changer des trucs. La défense, faut la changer parce que je sais pas si c'est juste dans les mentalités ou si c'est dans le côté stratégique et tactique de la défense, mais il y a de la naïveté, il y a un manque d'intensité, faut changer quelque chose. Ah, Rick Carlisle, c'est resté un putain de coach. Il a connu des finales NBA. C'est vrai. Il a connu des profils de joueurs différents. Il sait s'ajuster. Maintenant, c'est est-ce que les joueurs ont la mentale pour s'ajuster? Parce que Rick Carlisle, j'ai entière confiance en lui. Mais maintenant, c'est Tyrese Haliburton, Pascal Siakam, les Nembhard et tout le groupe, en fait. Miles Turner aussi, qui fait un match, il est pas ouf. Franchement, je vous mens pas. Quand tu vois, il force. Il a des bons pourcentages, mais il force. Indiana qui a d'ailleurs annoncé qu'ils allaient rentrer dans la taxe. La luxury tax pour Miles Turner. Pour Miles Turner. Du coup, est-ce que maintenant, qui sait qui va être prolongé, c'est vas-y, c'est les vacances, ou est-ce que c'est un compétiteur qui est là aussi pour gagner? On va Et voir pas ça, que hein. des sous. On va voir. Mais en tout cas, il y a un partout. Peut-être qu'il aurait dû y avoir 2-0, mais en tout cas, la série est pas du tout finie. Et moi, personnellement, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir surtout comment Indiana va réagir. Vraiment. Moi, je reste sur mon 4-1 au KC. Je pense que, en fait, là, ce qu'ils nous ont montré, je pense que c'est à peu près comme le Game 7 de Denver.
Ça veut dire que tout le long de la série, ils étaient en mode on est là, on marche un peu, on joue tranquille. Et ça arrive Game 7, ils se réveillent et il n'y a plus rien à faire. Le Game 1 de l'aide des finales, je pense que c'était pareil. C'est une équipe jeune, il y a un peu de peur, un peu d'appréhension de la finale. Du coup, ça joue, mais pas trop. Il y a un peu de largesse défensive, même offensivement, ça rentre pas trop. Ils perdent le match de la pire des manières pour eux, devant leur public. Game winner de Tyrese Haliburton, Ouais, ça alors doit, qu'ils ont mené tout le match. ça doit mettre la haine. Ça fait mal au crâne, vraiment. Tu dois péter un câble. Mais maintenant, ils ont su s'adapter. Et je pense que le fait qu'ils aient pris un peu ce coup dès le premier match, je pense qu'ils peuvent dérouler. Hein. Je Mhm. pense que s'ils montrent l'intensité qu'ils ont montré au Game 2 Je suis tout d'accord. le long de la série, ça va aller en 5. Cette pression défensive là, vraiment, enfin, c'était impressionnant. Et ouais, bah moi je te rejoins sur ton pronostic. Hein. Je pense que un 4-1. Après, les matchs, ils peuvent être très serrés. Hein. Ça peut être des matchs qui se finissent à 5 points d'écart pour certains. Je sais pas garanti, hein, vu le niveau auquel joue Indiana. Mais ça peut être des matchs serrés, mais je vois quand même OKC s'en sortir. Ça sera serré si Indiana se réveille en défense. À partir de ce qu'on a vu, ce que montre Indiana, et si OKC retombe pas dans ses travers du premier match, c'est-à-dire de ne pas gérer le quatrième carton comme ils l'ont fait, parce que se faire remonter 14 points quand même dans le quatrième quart, Oui. c'est chaud. Franchement, je vois OKC en 5 aussi. Hein. Bon, du coup, on vous laisse sur ces deux pronostics OKC in 5. Mais moi, ça me fait chier, même si, parce que j'aime bien les Pacers, j'aime bien Rick Carlisle. Puis c'est les finales NBA, quoi. On a C'est les toujours envie finales que ça NBA, aille ouais. le plus loin possible, quoi. Le Game 7, Le Game 7, ça fait, j'en parlais, je crois, dans la dernière vidéo. Je sais pas si je l'ai laissé au montage, je sais plus du tout. mais ouais, le dernier Game 7, c'était 2016. C'était LeBron face aux Warriors et tout, le storytelling de malade. Je pense qu'on n'aura jamais un Game 7 comme celui-là, mais rien que le fait d'avoir un Game 7 en playoff, c'est déjà un truc de fou. Cette année, on n'a pas été lotis. Donc, s'il vous plaît, allez en Game 7 et faites un putain de Game 7, impossible, s'il vous même si je pense que ça va finir en 5. plaît. Ouais, Euh, d'espoir. Pour Ouais. Indiana. un peu d'espoir, mais faut Game 7 à Oklahoma, je pense qu'ils sont allumés. Comment on va ressortir cet extrait-là de la vidéo quand Quand ce sera ça va aller en 5 et c'est Indiana qui aura gagné en 5. Haliburton, il aura sorti une performance à 40 Il va mettre 45 points, 8 passes, 12 rebonds, je sais Vraiment. pas. Ouais, du coup, on va se retrouver, je pense, après le game 4. Bon, il y aura que moi parce que cet enfant-là, Je serai pas là encore. il sera encore pas là. Ouais. On fera un petit review des games 3 et 4 comme à peu près cette vidéo. Et, Mais je Alors, transmettrai mon pronostic en fonction des matchs qui suivent. ouais, je vous donnerai son pronostic. Je lui dirai, Ivan, il pense que... Et bah, on espère que ça aille en Game 7, parce que si ça va en Game 7, bah, Il sera de retour. je serai là, quoi. Ouais. Et aussi, je vous tease un peu un ou deux trucs. Il y aura une grosse vidéo sur Liverpool, une grosse vidéo sur la LDC du PSG aussi. Et il faudra rester branché cet été parce que, plus vers septembre, l'été des Américains au basket. Parce que je pense qu'il y aura des vidéos sur chaque franchise, ce qu'on attend, ce qu'on pense qu'il va se passer et tout. Plein de vidéos en rapport avec la prochaine saison Ouais, NBA. ouais, Il y a la draft qui arrive bientôt, qui est dans une vingtaine de jours. Ouais. Donc, D'ailleurs, il y a les Mavs qui ont expliquer invité que Cooper Flag au workout. Il y a que lui. En même temps, est-ce que tu as besoin d'inviter quelqu'un d'autre? Non, mais fais au moins un peu semblant, je sais pas. Mais ouais. On vous dit à la prochaine, les gars. Sûrement, je sais pas c'est quand le game 4. Je vais juste vérifier vite fait. C'est dans 3 jours. C'est dans... Non, le game 3, c'est dans... Ah oui, Game 3, c'est dans 3 jours. Le game 3 est dans... c'est le mardi soir. C'est mardi, dans la nuit de mardi à mercredi. Et le game 4, c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Donc sûrement, on va se retrouver le samedi ou le dimanche pour un petit récap des 2 autres matchs. Donc voilà, portez-vous bien. On vous dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Et des gros bisous. Ciao.